Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Bonjour Marie. Salut Félix. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là avec moi cet après-midi pour enregistrer ce podcast. Merci surtout à toi d'être venu jusqu'à chez moi à Clamart. Aucun souci. Marie, tu as fait THP il y a un peu plus d'un an. Oui, tout à fait, en début 2020. Début 2020, pendant le premier confinement ? Exactement, ouais, à partir de mars ou avril si je me souviens bien, pendant 3 mois. Ok. Ah bon, on aura le temps de discuter un petit peu de comment s'est passé THP pendant le confinement. Mais j'aime toujours commencer ces petites sessions de podcast par une question simple, mais pas si simple que ça. Qui étais-tu, Marie, il y a 1 an et demi ? Que faisais-tu ? Pourquoi tu as décidé de faire THP ? Super question. Alors j'étais, il y a 1 an et demi, j'étais jeune professionnelle, j'avais travaillé déjà pendant 2 ans. D'abord j'ai fait prépa école de commerce, donc parcours assez classique pour vous resituer. Et suite à mon école de commerce, je me suis tournée un peu par hasard vers le secteur de l'EdTech, comme on appelle ça. L'EdTech ? Ouais, tout à fait, tu dois connaître. Qu'est-ce que l'EdTech pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est un mélange entre éducation et technologie. Donc c'est comment la technologie peut essayer de révolutionner l'éducation. Ça me dit quelque chose. Et moi, j'ai commencé à travailler donc, à cette époque-là chez Open Classrooms, donc, qui est un des leaders de la fameuse EdTech française. Ah, mais qu'on salue chaleureusement. Tout à fait. Et donc chez Open Classrooms, pendant 2 ans, j'étais en charge de recruter leurs professeurs, entre guillemets, nous on appelait ça des mentors, et de gérer toute cette communauté. Donc j'ai adoré mon expérience là-bas, mais ça m'a surtout donné envie en fait de creuser encore plus l'univers de la tech, du développement et tous ces métiers-là. Donc j'ai changé après pour rejoindre une plus petite entreprise. Là, on était plutôt toujours dans l'EdTech, mais côté orientation, en fait, on aidait chez Impala, on aidait des jeunes collégiens et lycéens à choisir leur métier, à découvrir les métiers grâce à un logiciel toujours. Et là, je travaillais avec des développeurs parce que j'étais ce qu'on appelle Product Owner. Donc, Product Owner ? Ouais. J'avais choisi de découvrir le milieu du produit. Donc, en fait, le Product Owner, c'est celui qui construit l'interface que vous utilisez sur un site web ou une application. Et il construit ça en écrivant des spécifications aux développeurs. Donc là, concrètement, j'avais une équipe de 4-5 développeurs. Des développeurs front-end et des back-end, comme on appelle ça. Et à partir de là, on essayait d'améliorer de jour en jour le logiciel Impala. D'accord, ok, super. J'ai vraiment aimé ce métier-là, mais en fait, je me suis trouvée assez limitée rapidement dans mon interaction avec les développeurs, qui étaient vraiment mes collègues du quotidien. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas coder, en fait. J'avais juste eu quelques bases en HTML, CSS, mais ça s'arrêtait là. Donc à chaque fois, en fait, presque quotidiennement, on avait des problèmes d'infrastructure, on avait des problèmes sur le code et très régulièrement, j'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Donc, les développeurs me disaient « écoute, c'est pas grave, laisse-nous gérer et on reviendra vers toi quand c'est fini. » Et le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, en tant que product owner, comme le nom l'indique, on manque d'ownership et on n'est plus trop capable d'estimer la durée que va prendre le développement. Et donc vraiment, moi, ça me frustrait. J'avais envie d'être plus experte dans le code. Et donc, tu voulais être plus expert dans le code ? Oui, tout à fait. Donc, je me suis dit au début que j'allais m'inscrire en fait à la piscine de l'école 42. Je me suis dit qu'en 1 mois, ce serait pas mal pour avoir des bases assez solides. En plus, il y avait une idée de parcours intensif. J'avais quand même envie de poursuivre, de continuer à travailler.
Et donc, l'idée de la piscine pendant 4 semaines m'a plu, ce que j'ai commencé à faire en mars, du coup, 2020. Sauf que, oui, mars 2020, j'étais pas au courant, mais ça a été le fameux début du confinement. Donc, ma piscine a pris fin au bout d'une semaine. Aïe. Ouais. 42 nous a dit, au début, pas avec beaucoup de certitude, mais finalement, de retourner chez nous. Et après, on a vite compris que ça serait le grand confinement. Ah mince. Et ça s'est passé comment, ta piscine ? Alors, ça a été assez rapide, comme je disais, 5 jours, mais ça m'a quand même suffi pour voir que c'était pas la pédagogie la plus adaptée pour moi. Ah En bon ? fait, j'ai pas eu beaucoup de regrets quand ça s'est arrêté. Ouais, j'ai trouvé ça très dur, en fait. Je me suis sentie assez isolée pendant ces jours-là. Bah, déjà, c'est un énorme investissement, hein. Il faut arriver très tôt le matin, passer toute la journée devant l'ordinateur. Et c'est vrai que par rapport à mon tempérament, je manquais un peu d'interaction sociale, tout bêtement. On était toute la journée devant nos ordis avec des exigences très précises de rendu. Et quand on n'a pas beaucoup de notions de code comme moi, au début, on se sent un peu largué. Donc j'hésitais encore entre savoir si c'était la pédagogie qui me convenait pas ou s'il fallait que je m'investisse encore plus. Aujourd'hui, avec le recul, je pense vraiment que la méthode 42 convient à certaines personnes qui aiment bien travailler seules. Mais moi, en ayant fait par exemple THP, je sais aujourd'hui que j'ai besoin d'une communauté, de motivation extérieure aussi et de temps libre de temps en temps. Donc plus de flexibilité que ce que laissait 42 en fait. Mais pourtant, 42, c'est en peer learning. C'est du peer learning, oui. Donc, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne connaissent pas, il y a 200 personnes dans une salle, chacun devant son Mac. Donc, déjà, le peer learning, il est assez limité parce que notre vrai peer, c'est quand même notre grand écran de Mac. Et après, on est tous par rangée. Donc, de temps en temps, on va s'aider, on va discuter, mais ça reste assez limité. Encore, comme je disais, il n'y a pas de temps vraiment dédié à des pauses, à des conversations ou à d'autres activités. Et sinon aussi, en termes, comme je disais, de flexibilité, on n'a presque pas de flexibilité. On a des journées très timées, avec des rendus à une heure précise, l'obligation de faire des corrections, d'être toujours disponible à l'heure en question. Donc vraiment pour moi qui ai quand même besoin de faire plusieurs choses, et je suis pas quelqu'un de très monotâche, c'était assez difficile de suivre ce rythme. Ouais. Ok, tant pis pour l'expérience à 42. Tu me diras, le confinement est arrivé à point nommé, puisque ça a dû arrêter. Mais qu'est-ce que tu as fait alors, après ? Bah c'est ça, au début, du coup, je me suis dit, bon, bah pas grave, je vais essayer de voir trouver d'autres solutions. Donc j'ai cherché sur Google, hein, bêtement, des formations, des bootcamps. J'ai vraiment essayé de benchmarker au maximum, comme on dit. Et j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des gestionnaires d'organismes, de formations. Et finalement, j'avais du mal à sauter le pas parce que c'était toujours des budgets assez conséquents. Donc le timing était bon, hein. Globalement, on est toujours sur 3 mois à peu près quand il s'agit de bootcamp pour apprendre à coder. Après... comme on était dans une période d'incertitude, je ne me voyais pas vraiment lâcher 5 000 € pour en fait, quelque chose que peut-être je finirais pas ou quelque chose qui ne me convenait pas à 100%. Donc, c'est vraiment quand j'ai trouvé THP, le principe, même surtout les valeurs de THP, que je me suis dit, bah, en fait, c'est pile ce qu'il me faut, quoi. Ok, donc t'es tombé sur THP par hasard et bim, comme ça. Ouais, au début, je me disais, mais c'est pas possible, on dirait vraiment ce que je suis en train de chercher, il doit y avoir une arnaque. Bah après, j'étais rassurée, il y a votre page sur le site qui dit, mais pourquoi c'est si peu cher ? Et surtout moi qui venais d'avoir tous les trucs à 5 000 €, j'étais là, c'est n'importe quoi. Et je connaissais personne qui l'avait fait. Et en fait, vous vous êtes rendu disponible assez vite. C'était ton associé de l'époque, Charles, qui avait pris le temps de répondre à mes questions. Et je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment un truc sérieux, trop cool. Et en plus, à l'époque, vous aviez une formule de 3 semaines, en fait. Donc, on n'était pas obligé de s'engager tout de suite pour les 3 mois. Bon, on l'a toujours. Ah, ok, super. Bah, ça, j'avais vraiment apprécié faire les 3 premières semaines. Comme ça, au moins, c'est un peu comme une période d'essai, quoi. On arrive à voir si le format nous plaît. Bah, comme je disais, moi, il s'avère que 42, ça me correspondait pas forcément. Là, à THP, ça a été un total match. J'arrivais vraiment à organiser mes journées en fonction, garder un peu de temps libre dont j'avais besoin à l'époque. Et
Et voilà, donc c'était super. Ok, une formule d'essai, mais pas que. Si jamais tu voulais faire que 3 semaines pour juste apprendre à faire des petits sites simples et de l'automatisation, ça nous fait très plaisir d'avoir des gens qui postulent à cette... Ouais, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient restés que les 3 premières semaines et c'était super d'avoir ce panel de profils différents. Et en fait, à la fin, quand ils nous disaient bon bah je vais pas rester pour telle ou telle raison, on était là super, nous on continue, mais on restera en contact. Et c'est vraiment peut-être les 3 semaines, j'ai trouvé que c'était les plus enrichissantes même. Ok, bon à savoir. Et alors ça s'est passé comment la formation THP pour toi ? Alors, comme c'était la fameuse période Covid, on était complètement à distanciel. J'avais l'impression que c'était la première fois que vous le faisiez autant comme ça. D'habitude, je crois que les gens pouvaient se réunir dans des villes, se donner rendez-vous. Exactement. Donc, nous, il y avait un peu tout à innover. Ouais. Ce qui était top, c'est que vous nous aviez vachement laissé la possibilité de voir voilà, comment vous voulez vous organiser. On avait un Discord, donc il y a un outil une messagerie un peu comme Slack, et on s'était répartis par serveur sur le Discord, donc il y avait tout un principe qu'on avait mis en place de channel audio la journée pour faire des petits groupes et continuer à se motiver. Moi j'avoue que j'avais un peu peur de ça au début, je m'étais dit c'est assez intrusif, j'ai pas forcément envie d'être toute la journée en contact avec des gens. Et en fait j'ai adoré ce principe, c'est vraiment ça je pense qui m'a fait tenir sur la durée. C'était super facile d'utilisation. Et aujourd'hui, j'ai des amis qui fonctionnent comme ça, même dans leurs entreprises, et je comprends tout à fait l'intérêt qu'on y trouve, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé la communauté pendant la formation, surtout. Pourquoi ? Parce que moi qui suis habituée à faire des MOOC un peu de façon régulière, je trouve qu'on est souvent, on se sent assez rapidement seul et démotivé. On a, pour donner un exemple très concret, ça m'endort souvent, le fait de faire un MOOC. Ça t'endort, c'est-à-dire ? Ouais, vraiment, au bout de... C'est presque un passage obligatoire. Au bout d'1 heure, je tombe de l'œil sur mon ordi parce que, en fait, à force d'ingurgiter de l'info sans pouvoir facilement le mettre en pratique et surtout sans pouvoir en parler avec des humains, faire un débrief de voilà, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était nul. Je trouve que, en tout cas, mon cerveau n'arrive plus au bout d'un certain temps. Donc, l'aspect de THP qui nous met tout le temps en contact avec des gens, ça, c'était trop bien. Mais alors, c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure que 42, c'était ultra intense, mais t'as pas trop intense. 42, c'est quand même assez intense. Est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, comment t'as appréhendé l'intensité de THP ? C'est vrai que ça posait question, mais... Au début, vraiment, encore une fois, ces fameuses 3 semaines sont là déjà pour nous introduire en douceur, alors que 42, j'avais trouvé qu'on était rentré peut-être très très vite dans le code brut. Je me rappelle, les 2 premiers jours, c'était que sur le terminal, et vraiment, quand on est novice du code, le terminal, ça fait ultra peur, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. 48 heures de terminal, voilà, c'était trop brut, pour moi en tout cas, à 42. Alors que THP, déjà, entrait plus en douceur, vraiment, même si c'était progressif tout au long des 3 mois. Et après, ce qui était cool aussi à THP, c'est qu'il y avait plus de liberté quant à la complétion, disons, des exercices du jour. Et on avait donc tous les exercices à faire, mais si jamais... Déjà, il y avait certaines journées qu'on avait le droit de ne pas remplir. Je crois qu'on avait des jokers, un principe de joker, si je me rappelle bien. Exactement. Et du coup, ça déculpabilisait un peu. En fait, de manière générale, c'était moins infantilisant l'approche THP. On était plus là à gérer nous-mêmes notre temps, à voir si vous préférez travailler la nuit, vous pouvez rendre au dernier moment. On dépendait moins, en fait, tout le système de correction, il était moins contraignant. À 42, c'est vraiment à 16h05, tu dois aller retrouver Jean-Claude à sa table. Alors que THP, vous aviez balisé, je crois, une journée, non, pour qu'on rende des corrections. Une matinée. Ouais. Voilà, le principe, en plus, du coup, ça menait à plus d'interactions. Enfin, je pense que ça me correspondait vraiment plus sur l'aspect flexibilité et liberté, oui. Oui, le côté, c'est vrai qu'on l'a dit toujours, on flique pas nos élèves, et c'est pas dans notre intérêt. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent en mode j'ai perdu un joker, je fais t'inquiète, on n'est pas à l'école, pas besoin d'un certificat, tout va bien, et... Ah ouais, c'est marrant, vous arrêtiez pas de le dire et les gens vous croyaient pas, alors qu'en fait, bien sûr, c'était réel. En plus, il y a un système pour
regagner ses jokers en contribuant à la communauté. Donc tout ça, c'était trop bien, ouais. Et donc toi, tu t'en sortais bien et tu faisais des journées pas trop intenses, c'est ça ? Oui, je faisais à peu près de 9h à 17-18h. Ah oui, donc au standard THP, j'ai presque envie de dire, c'était des journées plus tranquilles même. Ouais, peut-être par rapport à certains de mes collègues qui passaient souvent une partie de la nuit à rester sur leurs exercices. Mais comme j'ai tenu, disons, cette durée tout le long, c'était un peu mon objectif que je m'étais fixé. Et de ne pas me cramer, en fait. Et après, c'était une période difficile, hein, honnêtement. Confinement, comme ça, il fallait quand même s'aérer l'esprit, je trouvais. Et du coup, moi, ce rythme... parce qu'il faut savoir qu'on faisait aussi le samedi et le dimanche, non ? Ou le dimanche, vous nous le laissez ? Ah non, on a toujours laissé le week-end. Les 2 week-ends ? De tous les week-ends, tout le temps. Bah, ça me semblait quand même déjà un bon investissement. Bah oui, c'est un bon investissement, THP. Il y a des gens pendant leur confinement, c'était chill pendant Netflix pendant 2 mois. Je pense que j'ai quand même bien rentabilisé avec THP. Je pense que oui. Et donc tu fais THP pendant printemps 2020. À la fin, tu sais développer. Donc tu as fait ça pour mieux savoir parler aux devs, faire potentiellement un métier de PO. Qu'est-ce que tu as fait après la formation ? Après la formation, en fait, j'ai cherché donc du boulot. J'étais pas non plus super strict sur le métier de PO. J'avais appris pas mal de choses. Je savais quand même que je voulais pas être dev à temps plein. À un moment, c'est vrai, pendant la formation, j'ai tellement aimé que je me suis posé la question. Mais j'y ai répondu assez vite parce que je pense encore une fois que le dev, ça nécessite d'être... peut-être de moins chercher d'interaction tout au long de la journée. Ou... Je ne saurais pas comment le dire exactement, mais j'avais pas un feeling pour devenir dev à temps plein. Et je me suis dit alors quel métier il existe autour. Et c'est vrai que je suis tombée sur une offre un peu par hasard de data analyst en apprentissage. Et j'avais déjà fait, en fait, dans le passé, j'avais déjà des notions de data. J'avais fait des stages de ce qu'on appelle business analyst ou chargé d'études. Donc c'était à l'époque quand on connaissait pas encore vraiment le monde de la data, c'est comme ça qu'on appelait. Mais là, avec mes nouvelles connaissances en code, je me suis dit pourquoi pas approfondir et creuser un peu plus dans la data. Donc j'ai postulé à cette offre qui était avec l'entreprise Orange, à apprendre à la fois... Une petite boîte qui monte. Ouais, que vous devez sûrement connaître. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, il y avait comme prérequis d'avoir des notions d'algorithmie, etc., tout ce que j'avais appris chez THP. Mais en plus, ça allait me permettre de creuser, d'apprendre les langages de programmation spécifiques à la data. Donc, c'est plutôt Python et R, alors que moi, j'avais appris Ruby. Et de maîtriser tout l'univers de la data. Donc, bien sûr, qui parfois est le même que le code et parfois qui est un peu plus... disons complexe ou en tout cas plus large que ce que j'avais appris à THP. Ok, donc là tu es data analyst, c'est ça ? C'est ça, je suis data analyst chez Orange, donc dans la filiale Orange Innovation. En effet, la data c'est vraiment un des leviers pour demain tout un tas d'innovations et moi je travaille vraiment sur comment la data peut permettre de réaliser des économies d'énergie. Donc là, pour la petite histoire, c'est vrai que les réseaux mobiles, ça consomme énormément, surtout les antennes consomment beaucoup d'électricité. Et donc, en essayant d'analyser toutes les données d'Orange sur ces antennes, on peut essayer de faire des gains d'énergie. Ok. Et au jour le jour, le métier de data analyst, ça consiste en quoi ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a vraiment différentes réalités, mais même quand je dis différentes, il y en a des milliers. Je pense que chaque data analyst... a un métier différent, un quotidien différent. Si vous voulez en savoir plus, regardez toutes les offres d'emploi, vous verrez, on ne demande jamais la même chose. C'est encore d'ailleurs des métiers en construction, hein. C'est très probable que ça change demain. Il y a beaucoup de frontières communes avec la data science, data engineering. Après, moi, je peux essayer de vous parler de mon quotidien et de manière générale. Un data analyst, donc il faut qu'il maîtrise... faut qu'il ait des notions, bien sûr, de données, donc en statistique, analyse, donc avoir un esprit synthétique, pouvoir avoir une vision globale sur des masses d'informations importantes. Après, il faut aussi aujourd'hui maîtriser le code, parce que
ces langages de programmation qui vous permettent en fait de traiter toute l'information. Excel, clairement, c'est devenu pas assez puissant pour les analyses que vous devez faire. Trop lent ou qu'est-ce que... En fait, ouais, Excel, il n'est pas nécessairement trop lent, mais il va être limité. Si vous avez des longs fichiers, en fait, si vous avez des trop gros fichiers, Excel va devenir trop lent et au bout d'un moment, vous ne pouvez pas traiter suffisamment. Ah oui, en plus, il est bloqué à 60 000 colonnes, un truc comme ça. Exactement, ouais. Peut-être, ou lignes même, mais c'est ça. Ligne, pardon, ouais. Alors que c'est des nombres classiques. Quand on est data analyst, on traite souvent des fichiers de 60 000 lignes. Moi, c'est un vendredi, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de travail d'analyse avec ces logiciels. Après, il y a une autre partie, et c'est là où ça diffère par rapport à un développeur. Il y a toute une partie communication des résultats, en fait, à l'écrit. Donc faire de belles présentations, toute la partie visualisation des données, faire de beaux graphiques, et à l'oral. Donc il faut savoir vraiment essayer de bien s'exprimer et de capter son auditoire parce que on est souvent sur des sujets assez techniques et en fait il faut réussir à vulgariser toutes les analyses qu'on a faites. Voilà, je sais pas si c'est un peu plus clair. C'est très clair. Disons que c'est un peu les nouveaux statisticiens de l'époque, mais voilà, c'est un métier qui est devenu de plus en plus recherché et qui nécessite, comme je viens de le dire, des compétences assez diverses. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de données disponibles. Donc, tu as de plus en plus de données à analyser grâce au stockage des données en ligne. Ce qui fait que c'est beaucoup plus développé qu'avant. Oui, tout à fait. Tout type d'entreprise aujourd'hui, même les petites, ont intérêt à analyser leurs données. C'est comme ça qu'elles seront sûres de prendre les bonnes décisions, en fait. Et de prendre de l'avance sur leurs concurrents. On parle tous des fameux GAFAM, mais leur véritable valeur ajoutée, c'est le traitement qu'ils font de leurs données en temps réel. Est-ce que THP, ça t'a aidé pour faire data analyst ? Ouais, vraiment. Déjà, comme je disais, c'est un peu THP qui m'a mis la puce à l'oreille sur « Ah, mais attends parce que sur les 3 premières semaines, on a un module d'introduction à SQL. Et j'avais vraiment aimé cette partie-là. Et ça m'a rappelé, mais ça, t'adores le faire. Et donc, pourquoi tu t'intéresserais pas à cette partie et à ces métiers-là ? Donc déjà, ça m'a remis un peu à jour à ce niveau-là. Après, THP m'a vachement appris à découvrir tout l'état d'esprit autour du code et plus généralement de la technologie, c'est-à-dire comment on apprend à chercher par soi-même, à être très persévérant, humble aussi. Et toutes ces, disons, qualités-là sont essentielles au métier aujourd'hui de data analyst et même, je dirais, plus globalement, en fait, dans ma vie au quotidien. Aujourd'hui, avec les outils technologiques, pour s'en sortir, il faut avoir ces qualités-là. Et du coup, c'est vraiment grâce à THP que j'ai acquis tous ces soft skills, comme on dit. Ça, et puis c'est vrai que l'algorithmie, de manière générale, comme je vous disais, c'était important de maîtriser ça pour faire postuler à l'alternance que je fais aujourd'hui. Donc, en fait, sans THP, je ferais tout simplement pas ce que je fais aujourd'hui. Il y aurait eu un univers parallèle où Marie t'aurait été quelqu'un d'autre. C'est ça, une autre Marie, une bis. Eh bien écoute, merci pour ces témoignages pour le métier de data analyst. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter, une bouteille à la mer pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, tiens, j'y pense maintenant. Il y a aussi un truc super que j'ai appris à THP, en fait, grâce à tous les lives que tu nous faisais régulièrement. Et il y a un conseil que vous nous donniez, en fait, à THP, c'est de vraiment essayer de toujours cultiver le code dans des projets annexes et dans sa vie quotidienne. C'est comme ça qu'on a le plus le temps de pratiquer et de voir si ça nous plaît. Moi, j'ai réussi à mettre ce conseil en pratique. Aujourd'hui, j'aide un ami qui a une start-up à analyser ses données clients et en plus, je construis un site internet pour une asso. Donc, je suis vraiment contente de ce conseil. Je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de autant apprécier la data, l'univers du code. C'est vrai que, comme tu nous disais, ça décuple un peu toutes nos compétences et voilà, si je peux donner un conseil à l'antenne, c'est
n'hésitez pas à faire des projets qui vous permettront de mieux vous connaître et bien sûr développer des compétences toujours nouvelles. Ah bah je ne peux que approuver ce que tu viens de dire, c'est vraiment, j'ai essayé de pousser à chaque fois à ça à fond en disant éclatez-vous avec vos passions, vous avez l'outil du code, c'est un outil merveilleux et vraiment ça me fait très plaisir que tu dis ça. Donc merci pour ces side projects géniaux qui transforment tes passions en utilité pour le bien commun. Et bien sur ces belles paroles, merci beaucoup Marie de m'avoir accueilli pour ce podcast. Merci Félix pour ton temps. Et puis on se dit à la prochaine. Ouais, à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.